Clamart. 20 morts, 45 blessés, un drame de 10 secondes. Ce n'est pas un tremblement de terre qui a créé ce paysage d'épouvante. L'écroulement de quelques cavernes ou de quelques galeries souterraines, vestiges des carrières d'où sont sorties les pierres de Paris, a soudain fait craquer la croûte de terre qui s'est affaissée de 5 à 6 mètres. Un immeuble de 3 étages, 25 pavillons, une petite usine n'ont plus été que des décombres. Le ministre de l'Intérieur, M. Roger Frey, est venu encourager les équipes de secours qui, avec un acharnement de fourmis, se sont efforcés pendant 3 jours de sauver ceux qui pouvaient vivre encore sous cet amoncellement de moellons, de ciment et de poutres. Des blessés, on en comptera en définitive 45, engloutis sous leurs murs. Des morts, on en comptera 20, enfouis dans cet entonnoir soudainement creusé sur une superficie de 6 hectares. Et au-delà de ces deuils brutaux, il y a l'immense tragédie des gens qui ont perdu un père ou un enfant, le drame de ceux à qui il ne reste rien de ce qui faisait leur vie quotidienne. Spectacle dramatique, spectacle affreux. On reste sans voix devant un désastre aussi inattendu, aussi inimaginable. Versailles était le dernier décor et le dernier acte de la visite du président des États-Unis à Paris. Et à travers cette admirable toile de fond, on a pu voir le général de Gaulle et Madame Kennedy ouvrir le cortège qui allait, circonstance dont la rareté fait aussi le prix, dîner dans la Galerie des Glaces. Fermant le cycle des entretiens de Paris, cette brillante soirée était la préface d'un autre cycle, celui de Vienne, où M. Khrouchtchev et M. Kennedy s'étaient donné rendez-vous. Un premier entretien, seul à seul, à l'ambassade américaine, en précédait un autre à l'ambassade soviétique. De ces conversations laborieuses, il ne sortirait qu'un geste de bonne volonté et une espérance. C'est déjà quelque chose. Car la soirée de Schönbrunn qui terminait ces 2 journées, et où les 2 cas, Khrouchtchev et Kennedy, étaient les hôtes du président Scherf, se terminait en sourire de part et d'autre. On le sait, la diplomatie n'en est pas avare. Mais c'est dans ce sourire de Khrouchtchev à Madame Kennedy, ce sourire de Kennedy à Madame Khrouchtchev, qu'on peut peut-être mieux que dans les communiqués lire un peu l'espérance du monde. Les 2 tiers de la population du globe souffrent encore aujourd'hui de la faim. Ce thème affligeant, M. Ternoir, ministre de l'Information, l'a développé devant la presse en donnant le départ d'une grande collecte qui doit permettre à la France d'apporter sa participation à la campagne mondiale contre la faim. Au palais de justice de Paris, le rideau est tombé sur le procès au lourd dossier de 2 des responsables du putsch d'Alger. Les juges du haut tribunal militaire n'auront siégé que 3 jours pour rendre leur jugement après avoir entendu le procureur Besson leur dire « Après des semaines de réflexion et de drame de conscience, je ne me sens pas le droit de réclamer la peine de mort. » 15 ans de réclusion. C'est par cette condamnation qui atteint Maurice Schall et André Zeller que s'est terminé ce procès exceptionnel. Au Bourget, le Salon international de l'aéronautique est arrivé à son terme. 2 journées de parade aérienne. À la première de ces journées, on a pu voir s'envoler le bombardier américain B-58 qui relia New York à Paris en 3h20. On ne devait hélas plus le revoir. Dans la campagne, on n'a retrouvé que des débris, tout ce qui restait de l'appareil et de son équipage. Ce drame qui garde son mystère ne devait pas arrêter la présentation. On devait voir tour à tour le singulier Breguet 940, capable d'atterrir en quelques mètres. Un appareil moins exigeant encore, le Short SC-1 britannique, qui décolle et atterrit à la verticale. Avec le Griffon, monoplace à aile delta et empennage canard, commençait la série des prototypes français qui ambitionnent les vitesses de 2500 km/h. C'est ainsi qu'après le Mirage 3, appareil d'intervention qui équipe l'armée française et qui lui a servi de modèle, on a pu voir le Mirage 4, biréacteur, premier bombardier atomique européen. « 95 appareils, les plus rapides, les plus gros ou les plus révolutionnaires ont ainsi inscrit dans le ciel du Bourget les promesses de l'aviation. »
250 000 personnes, 2 générations de reines, la reine Elisabeth et sa mère, pour assister au derby d'Epsom qui consacre le meilleur cheval de la saison. 30 chevaux au départ pour 2400 mètres de course, au bout desquels se trouve une petite fortune, 60 millions au vainqueur. De quoi donner le vertige à tous ces jockeys qui prennent le départ tambour battant. Beaucoup de chevaux français dans ce peloton et parmi eux quelques favoris. On fonce en rang serré comme à Reichshofen. Personne ne se détache, tout le monde veut gagner. De fait, chacun des chevaux peut encore prétendre gagner. Tous les favoris sont là et aussi un cheval que personne n'attend, Psidium. Quelques coups de cravache de son jockey Roger Poincelet pour 60 millions, ça en vaut la peine. Et Psidium coiffe tout le monde sur le poteau. La reine est déçue, son favori est battu. Quant à Psidium, c'est par des ruades coquines qu'il manifeste sa joie. Avec Roger Poincelet, il a joué un bon tour à tous les parieurs. Match de la dernière chance pour le Racing Club de Paris, maillot clair devant l'équipe du Havre. Une dernière chance que les joueurs parisiens ont l'air de vouloir saisir du bout des pieds. Il mène rapidement par 1-0, c'est du grand Racing, un Racing qui n'aurait pas dû attendre la dernière journée du championnat de France pour essayer de décrocher le titre de champion. 2-0, les Parisiens sont bien partis, ils sont champions de France du moins momentanément. D'autant qu'à Monaco, les Monégasques, sous le regard sévère de leur souverain, peinent visiblement devant Valenciennes, maillot foncé comme les Monégasques, mais parement blanc sur la poitrine. Monaco doit absolument gagner s'il ne veut pas laisser le titre de champion de France aux Parisiens, et pour le moment, il n'en prend pas le chemin. Et pourtant, c'est un incident de jeu qui va donner la victoire aux Monégasques, faute de Valenciennes suivie d'un coup franc. Carlier marque pour Monaco un but qui vaut un titre de champion de France. Pendant ce temps, au Havre, le Racing baisse les bras, tous ses espoirs se sont envolés. Les Havrais en profitent, ce sont eux qui s'amusent maintenant et qui marquent successivement 2 buts qui leur donnent un match nul. Voilà qui est fait. À Monaco, c'est l'heure du triomphe. Pour la première fois, ils sont champions de France. Le rideau vient de se baisser sur une saison fertile en émotions. À ce pacifique lâcher de ballon succède un spectacle qui l'est beaucoup moins. Les 33 monstres en forme de voiture qui participent aux 500 miles d'Indianapolis sont lâchés. Pour le moment, avec leurs 400 chevaux sous le capot, ils sont encore bien sages. Pas pour longtemps, ce serait trop beau. Voilà, le festival commence. Inutile de vous déranger, messieurs, il n'y a que des blessés légers. Ça fait cependant 5 concurrents de moins sur le circuit où les rescapés continuent de rouler à plus de 220 à l'heure. Quand les monstres ne tournent pas, ce sont les mécanos qui battent des records de vitesse. En quelques secondes, on vous fait le plein et on vous change les 4 roues. Il ne reste plus grand monde sur la piste à la fin de l'épreuve. 12 voitures franchissent la ligne d'arrivée. C'est Foyt qui termine le premier et qui gagne les 50 millions du vainqueur, ce qui, somme toute, n'est peut-être pas trop pour ce qu'il a risqué. C'est ici, en ami et en frère, que je me présente, avait dit à son arrivée M. Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire. Parole que devait confirmer et son geste de piété devant la tombe du soldat inconnu et ses entretiens avec le général de Gaulle. La visite de M. Houphouët-Boigny à Paris devait être le prétexte à une grande réception à l'Élysée, à laquelle assistait le monde de la politique et de la diplomatie. Et également par une soirée de gala à l'Opéra, où l'on put voir, selon les paroles du général de Gaulle, outre l'appareil officiel qui marque toute la considération de mon pays pour le vôtre, le cortège de nos sentiments d'exceptionnelle amitié. Mais la définition de la République de Côte d'Ivoire n'est-elle pas d'être un symbole de la Nouvelle-Afrique, ami de la France? Au Vatican, une autre visite a fait quelques bruits. Celle que le roi Baudouin et la reine Fabiola, accompagnés des membres du gouvernement belge, ont faite au pape Jean XXIII. On avait observé que pour cette circonstance, la cérémonie avait été allégée.
porte ouverte aux suppositions. Le souverain pontife devait bientôt d'ailleurs les confirmer lui-même en annonçant la future naissance d'un héritier au trône de Belgique. La cathédrale d'York n'avait pas vu tel mariage princier depuis le XVe siècle. La reine Élisabeth, la reine mère, le prince Philippe et la famille royale au grand complet y ont assisté à la cérémonie qui a uni le duc de Kent à la ravissante Catherine Worsley, lointaine descendante de Cromwell. Voici donc celui qui fut l'enfant terrible de la famille royale, aujourd'hui âgé de 25 ans et capitaine des Royal Scotch Greys, parfaitement assagi et tout prêt à être bon époux en attendant d'être bon père. L'élection de Miss Europe aura été l'un des pôles d'attraction de la quinzaine du Liban. C'est à Beyrouth, en effet, qu'un jury éclectique eut à peser les avantages de 17 Miss européennes qui se disputaient le titre de Miss Europe. La blonde Isobel Dobson, qui défendait les couleurs de l'Angleterre, et la brune Yvette Degremont, qui défendait celles de la France, ne manquaient sans doute pas d'arguments. Mais c'est l'Allemande Ingrun Möckel, 1,77 m, 90 cm de tour de poitrine, 58 de tour de taille et 19 printemps qui a enlevé le titre de Miss Europe. Les fusées de longue portée Atlas sont elles aussi des vedettes en leur genre. Il leur arrive en effet d'être capricieuses. C'est ainsi que l'armée de l'air US a vu à sa base de Vandenburg 1,5 million de dollars disparaître en fumée. Les spécialistes américains ont pu se féliciter d'avoir confié la capsule de Shepard à une fusée Redstone plutôt qu'à une fusée Atlas, comme ils l'avaient prévu initialement. La Bretagne bouge. La Bretagne des choux-fleurs, des pommes de terre et des artichauts. L'an dernier, il lui avait fallu, faute d'un prix sinon intéressant du moins possible, jeter des tonnes d'artichauts. Cette année, elle a bougé pour des pommes de terre qu'elle est amenée à vendre à perte. Il y a donc un problème de la Bretagne, mais il va plus loin que la pomme de terre et l'artichaut. Que sait-on de la Bretagne? Pour la plupart, la Bretagne est un beau pays un peu triste, un pays de landes et de genêts qu'ont chanté les romances populaires. Le pays des menhirs et des dolmens, cher aux amateurs d'antiquités celtiques. Un pays de côtes déchiquetées battues par une mer romantique, alors que dans les pâtures des grèves s'élève une race de chevaux particulièrement robuste, les seuls, dit-on, qui aient résisté à la retraite de Russie. Un pays encore de vieilles pierres où les remparts des cités et les tours des châteaux, qui racontent des histoires toujours tragiques, font pendant aux églises qui semblent voguer sur les prairies, où ruminent ces vaches blanches et noires qui ont leur place d'honneur au palmarès des bovins. De l'imagerie encore, les clochers ajourés, les calvaires aux 1000 personnages, les pardons, les binious et les coiffes. C'est cela la Bretagne pour beaucoup. Mais en vérité, ce n'est pas cela. La Bretagne est un problème national dont l'artichaut et la pomme de terre ne sont que des éléments symptomatiques. Tous ces villages aux noms en Caire, en Plou, en Loc se dépeuplent. 20 000 Bretons quittent chaque année leur maison et leur commerce d'un autre âge. Pourquoi? C'est que la Bretagne est d'un demi-siècle en retard, et quel demi-siècle? Alors que tout a marché à pas de géant, la Bretagne a toujours des chaumières. La moitié des maisons devraient être reconstruites, les 2/3 n'ont pas l'eau courante. Pays spécifiquement agricole, les exploitations victimes d'un morcellement abusif ne sont pas susceptibles d'une exploitation rationnelle. Aussi les machines sont-elles rares, et la culture se fait toujours de façon artisanale comme voici 100 ans, c'est-à-dire comme au Moyen-Âge. Si les exploitations modernes se comptent, que dire de l'équipement général? Les routes sont mauvaises, plus mal entretenues que dans les autres contrées, par des cantonniers aussi archaïques qu'impuissants. Les canaux, embourbés, leurs écluses rouillées ne semblent plus utilisées. Et chose plus étonnante encore à notre siècle de vitesse, le train naît de la gare Montparnasse à la gare de Brest 2 minutes de plus qu'en 1935. Ajoutons que sur le réseau breton, la voie étroite tient tête à la voie normale avec tout ce que cela comporte de difficultés et de transbordements superflus.
Sait-on aussi que le charbon se vend plus cher ici que dans le reste de la France? Alors, rien n'est désespéré sans doute et nous verrons prochainement les chances de la Bretagne. Mais c'est écriteau pour l'heure. Qui pourra-t-il intéresser? Les bolides de la belle époque ont retrouvé pour un temps l'âme de leur jeunesse. Ils sont 46 cahotant, crachotant qui effectuent le rallye Bruxelles-Paris-Madrid. Vitesse imposée 25 km à l'heure, ce qui permet de musarder chemin faisant et même de rendre hommage aux pionniers en passant. Sur les routes espagnoles, on a parfois dépassé le 100 à l'heure dans les descentes, pas par imprudence, mais parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Les freins, en effet, étaient tous un peu atteints de rhumatisme. Madrid, tout le monde descend. Il y a presque autant de monde sur le parcours qu'aux 24 heures du Mans. C'est une Renault 1900 qui a joué les Ferrari de la belle époque en remportant l'épreuve, mais laissons-la souffler un peu, elle en a bien besoin à son âge. Le Mans, capitale mondiale de l'automobile pour 24 heures. 10 mètres de course à pied et en avant pour la grande randonnée. On est tout de suite dans le vif du sujet. Les 55 partants mettent déjà plein gaz. Les Ferrari sont venus en masse sur le circuit, alors quoi d'étonnant à ce qu'elles dominent la course dès les premières heures. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ce sont deux pilotes de la classe biberon, les frères Rodriguez, ils ont 19 et 22 ans, qui animent l'épreuve. Pendant 22 heures, on va croire qu'ils vont gagner. Les voici en tête de la brochette des Ferrari, c'est entre ces trois voitures que se joue la première place. Soyez maître de votre vitesse, un conseil que ne suivent pas tous les pilotes. Il est vrai que la pluie, c'est une tradition au Mans, ne facilite pas la tâche des concurrents. Plusieurs voitures vont dans le décor, les blessés vont s'en tirer sans trop de mal après quelques jours d'hôpital. La DB Panhard numéro 48 montre le bout de son nez, l'équipement électrique est un élément essentiel de réussite aux 24 heures du Mans, personne ne l'a oublié. On ne peut pas tourner 24 heures sans ravitailler, ce qui n'a pas empêché certains pilotes imprévoyants, Ginter et Von Trips, de tomber en panne d'essence, c'est vraiment le comble. Et pendant ce temps, 5 petites voitures françaises sur 6 au départ, les DB Panhard grignotent les kilomètres à près de 150 de moyenne. C'est encore plus extraordinaire que la victoire des Ferrari. Consécration de la robustesse de la mécanique de la PL17, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, la victoire de la DB Panhard numéro 53, qui termine première à l'indice de performance. Quant à la Ferrari des vainqueurs, Philly, les gens de bien, c'est tout de même un engin qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Face à la crypte du Mont Valérien, où reposent 17 fusillés de la Résistance, le général de Gaulle a, comme chaque année en cette date anniversaire, ranimé la flamme sacrée. Puis il a fraternellement salué les compagnons de la Libération et s'est mêlé à la foule. Il y a 21 ans, à cette même date, la France n'avait pas abdiqué. Après les fatigues protocolaires de Paris, de Vienne et de Londres, M. Jacqueline Kennedy a fait un crochet par la Grèce, où elle a été reçue par le roi Paul et la reine Frédérica. La première dame des États-Unis a visité en toute simplicité les ruines de l'Acropole et après avoir déclaré qu'elle était pleine d'admiration pour la Grèce, elle a formé le projet d'y envoyer ses enfants en vacances. Cette image du président Kennedy, utilisant le monte-charge de l'aéroport pour descendre de son avion, a beaucoup ému l'Amérique. Rien de grave, ont affirmé les médecins. Mais tous les Américains qu'a impressionné la paire de béquilles voudraient désormais voir leur jeune président se ménager davantage et se reposer plus souvent. La visite que le prince Régnier et la princesse Grace de Monaco ont rendue à l'Irlande aura été aussi pour la princesse une sorte de retour aux sources. L'Irlande se trouve être en effet le berceau de la famille Kelly et il n'y a guère que 80 ans que le grand-père de la princesse Grace s'expatria pour l'Amérique. Voilà pourquoi les Irlandais ont pu, à travers les quelques 50 000 Kelly que l'on dénombre encore en Irlande, avoir la sensation de retrouver, dans l'hôte du président de Valera, une parente lointaine. Il
y a maintenant 2 ans qu'a commencé du côté français ce 13e travail d'Hercule. Ouvrir une route sous le plus haut sommet d'Europe. 2 ans que les compresseurs de 1900 chevaux fabriquent l'air comprimé nécessaire à la machinerie qui travaille dans les entrailles de la montagne. Chaque jour, depuis, les hommes du tunnel sont allés retrouver leur chantier souterrain quelques mètres plus loin que la veille. Aujourd'hui, des 11 km 600, les Français ont grignoté 3500 mètres, soit 350 de plus que l'équipe italienne, qui commença 8 mois plus tôt. Cette avance, les équipes françaises la doivent au Jumbo, énorme bâti à 3 étages hérissé de 16 perforatrices qui attaquent la roche simultanément. L'action des explosifs disposés dans les 140 trous ainsi percés ouvre chaque fois une brèche de 4 mètres. Soit 750 tonnes de matériaux que 2 pelles mécaniques auront ensuite à évacuer, relayées par les tapis roulants, et 90 wagonnets. Ainsi, le chantier avance de 7 à 8 mètres par jour sous 3000 mètres de montagne. Cependant, vers l'amont, cette image infernale s'apaise. C'est ici un autre chantier, et la roche torturée fait place à la voûte de béton. Le tunnel a déjà pris sa forme définitive, celle que connaîtront les automobilistes de 1963. Car il faudra attendre cette date pour voir les touristes succéder aux camions sur la route qui mènera de Chamonix en Italie à travers le Mont Blanc. Chaque jour aura vu une nouvelle cité bretonne investie par les commandos d'agriculteurs. Guingamp après Morlaix, Lannion et Pontivy. À Pontivy, pour la première fois, la manifestation devait dégénérer en violence. Que veulent donc ces hommes en colère? Des satisfactions immédiates, certes. Mais derrière cette jacquerie se profile, nous l'avons constaté la semaine dernière, tout un problème breton. Un problème qui dépasse le prix de la pomme de terre. Malgré les 1200 tracteurs des manifestants déchaînés de Pontivy, c'est le problème de la Bretagne déshéritée. Et si les paysans bretons se sont attaqués aux lignes téléphoniques, c'est paradoxalement pour protester contre leur rareté. Que les châteaux d'eau finissent de pousser, les fils électriques de tendre leurs toiles, nous allons voir que la Bretagne ne manque pourtant pas de chance pour rattraper son retard. S'il est vrai que le revenu de 50% des agriculteurs bretons est inférieur au salaire du manœuvre léger, c'est en Bretagne aussi qu'on trouve les fermes modèles les mieux équipées. La production avicole bretonne est en passe de dépasser la moitié de la production totale de la France. La pêche, de son côté, n'est pas seulement une attraction pour touristes, mais un atout important qui peut toujours être joué. Si les pêcheurs bretons ont eu de la peine à sortir de leur tradition artisanale, les fabriques de l'Orient débitent aujourd'hui des centaines de tonnes de glace quotidiennement. Les chalutiers équipés de radios et de sondes pour la détection des bancs de poissons font désormais la loi. Et la modernisation de la flotte bretonne tient entre 2 chiffres. 8000 navires en 1939 ramenaient 81 000 tonnes de poissons, 5000 navires maintenant en ramènent 150 000 tonnes. À la modernisation de la flotte, il faut ajouter aussi l'aménagement des campagnes de pêche qui permet d'étaler sur l'année des arrivages qui n'étaient que saisonniers. Et si la tradition de la criée garde toujours sa place dans les mœurs de la pêche, l'industrie des conserves peut aujourd'hui, la plupart du temps, fonctionner à plein temps. C'est du reste de l'industrie que la Bretagne peut attendre beaucoup. Mais les exemples de décentralisation industrielle vers la Bretagne se sont jusqu'ici comptés. L'usine Flaminaire en est un. Avec ses 700 ouvriers, elle a fait de Redon l'une des capitales européennes du briquet. Il faudrait 10, il faudrait 20 Redons. Nous verrons prochainement les espoirs que la Bretagne peut nourrir dans ce domaine. Moyennant quoi, une autre carte bretonne qui s'appelle Brest pourrait être jouée. Dotée d'un arrière-pays industrialisé, Brest, qui doit à la guerre d'être une ville toute neuve, pourrait prétendre à un autre avenir que celui de port militaire.
Le Belge Olivier Gendebien et l'Allemand von Trips rêvent. L'Américain Phil Hill, plus prosaïque, est déjà au volant de sa Ferrari. Il est le premier dans sa voiture au départ du Grand Prix de Belgique. Il sera encore le premier à l'arrivée. Certes, les deux rêveurs, Gendebien et von Trips, ne vont pas lui laisser le temps de respirer. Il devra appuyer à fond sur l'accélérateur. Tout cela se passe à plus de 206 de moyenne. Roue dans roue, Phil Hill et von Trips. Ginter numéro 6, Gendebien numéro 8. Il n'y a là que des Ferrari, car ce Grand Prix de Belgique, c'est le triomphe des voitures italiennes qui prennent les 4 premières places. Quant à Phil Hill, il pourrait bien être cette année le premier pilote américain champion du monde. Toujours à la pointe du progrès, voilà ce que vous proposent cette année les Américains pour vos vacances. Tout d'abord des jolies filles, et puis ce petit divertissement. Ça ne demande pas des qualités intellectuelles exceptionnelles, ce n'est pas dangereux, enfin ça peut se pratiquer n'importe où pourvu que ce soit en plein air. Une latte de plastique spéciale, un peu d'eau dessus, voilà comment on retrouve son âme d'enfant. Il paraît que ce jeu va faire fureur sur les plages du monde entier cet été, pourquoi pas après tout. L'hippodrome de Longchamp s'est mis en robe d'été pour la plus grande course de l'année, le Grand Prix de Paris. 16 chevaux au départ, 40 millions au bout de la ligne droite des tribunes après 3000 mètres de galop sous un soleil de plomb. Du plomb, les concurrents en ont sous leurs sabots, le train n'est pas très rapide. C'est peut-être pour faire durer le plaisir, les turfistes ont ainsi quelques secondes supplémentaires de rêve. De fait, on reste très groupé dans le peloton, c'est toujours le délai de grâce, jusqu'à la ligne droite où les cœurs commencent à battre un peu plus vite. Les 40 millions c'est pour bientôt, et bien avant la ligne d'arrivée c'est déjà pour Balto que monte Maxime Garcia. L'heureux élu gagne dans un fauteuil avec 4 longueurs d'avance. Ermenonville en 5, petite escale chez Jean Richard qui fête en compagnie de quelques amis le 5e anniversaire de son zoo. Outre les animaux sauvages, Jean Richard n'a pas oublié les monstres sacrés qui eux n'ont pas besoin de cage. Ça paraît méchant mais c'est tout tendre ces petites bêtes-là. Alors là, Georges Guettari, soyez prudent, ce gentil petit pensionnaire pèse 400 kilos. Faites le beau pour voir un peu. Et oui, c'est l'un des plus grands ours du monde, 2,60 m des pieds à la tête. Avec lui, pas de danger, il est très sociable et plein de malice avec cela. Pas encore majeur, mais déjà fumeur comme un homme. Aux yeux du monde, la visite qu'a faite à Paris le président de la République ouest-allemande, M. Lübke, hôte avec son épouse du général de Gaulle, aura souligné un événement d'importance, l'une des plus audacieuses réconciliations de l'histoire. C'est à l'Arc de Triomphe, où M. Lübke s'est recueilli sur la tombe du soldat inconnu, qu'on a pu mesurer tout le chemin parcouru par 2 pays déchirés en moins d'1 siècle par 3 guerres. M. Léopold Senghor, président de la République du Sénégal, avait revêtu ce jour-là sa toge et son hermine de professeur de lettres pour présider à la distribution des prix dans un lycée de Dakar. Dans une époque trop souvent troublée par des antagonismes raciaux, on peut constater que parmi tous ces adolescents, personne ne songeait à la différence de couleur de peau. Personne ne songeait à la considérer comme autre chose que ce qu'elle est, une différence de pigmentation. C'est un des exemples les plus réjouissants que donnent aujourd'hui les pays africains de langue française. À Reims, les directeurs de cinéma ont tenu leur 16e congrès, au cours duquel ils se sont élevés contre la fiscalité et les films audacieux où ils voient les 2 mots du 7e art. Entre 2 réunions, ils ont aussi sacrifié à la tradition champenoise en visitant les caves, ce qui, en aucun cas, ne saurait être considéré comme une audace. À Saint-Symphorien, en Eure-et-Loire, M. Robert Buron, ministre des Travaux publics, a inauguré, en compagnie notamment de son Excellence le général Gavin, ambassadeur des États-Unis, le buste élevé à la mémoire du général Patton. Patton, le nom d'un char sans doute, mais aussi celui du héros de la percée d'Avranches, un nom qu'en France on ne peut oublier.
le nouveau musée du Havre a été inauguré par M. André Malraux. Avec son signal de 200 tonnes, il sera le premier bâtiment qu'on découvrira du large. Tout ensemble musée et maison de la culture, c'est là une création unique dans son genre. Un musée révolutionnaire qu'on dit en avance de 50 ans, avec des panneaux escamotables et des balcons sur 2 faces, tout en acier et en verre, et qui est le 938e musée français. Tandis que l'agitation paysanne gagnait d'autres régions, les agriculteurs bretons ont perdu à Morlaix leur principale raison de manifester. Le tribunal a acquitté messieurs Gourvenec et Léon. Relaxés des fins de poursuite, comme dit la sentence, les 2 dirigeants se sont retrouvés libres au milieu de 10 000 paysans bretons. Est-ce l'amorce de la détente chez ces derniers? Mais nous avons vu la semaine dernière que le mal dont souffre la Bretagne n'est pas que d'ordre agricole. Cette province de France, qui est la plus particularisée, dont l'ancien Parlement de Rennes et les jetons de présence à l'effigie de Louis XVI rappellent son attachement à ses libertés, et qui a gardé le privilège de conserver sa langue, est trop longtemps passée à côté du progrès. Mais la situation n'est pas sans espoir. Un service régulier d'avions fonctionne depuis cette année. C'est déjà un progrès. Et c'est une promesse d'avenir que l'importante usine d'automobile que Citroën achève aux portes de Rennes. Le premier gros consommateur de main-d'œuvre qui permet déjà d'amorcer la diminution d'une émigration qui atteint le chiffre impressionnant de 20 000 exilés volontaires par an. Promesse d'avenir encore, le chantier de la Rance, qui dotera la Bretagne de la première centrale marémotrice du monde. Et les sondages de Brennilis, qui seront à l'origine de la centrale nucléaire expérimentale au pied des monts Arrée. Promesse plus immédiate et plus efficace aussi, la centrale à turbine à gaz de Brest-Portzik, qui fonctionnera suivant le principe des moteurs à réaction et qui aura une puissance de 20 000 kW. Guingamp, où se concentrent chaque jour des cageots emplis de poulets, c'est déjà une réalité. Guingamp est aujourd'hui une espèce de Chicago du poulet. Électrocutés, saignés, échaudés, plumés, 200 000 infortunés poulets passent chaque semaine dans la chaîne infernale, emportés au rythme ininterrompu de l'automation. Étrange et inquiétant ballet qui nous emporte bien loin de l'image de la Bretagne traditionnelle. L'enchanteur Merlin et la fée Viviane ont depuis longtemps déserté la forêt de Brocéliande et leur baguette magique est cassée. Les tours du château d'Anne de Bretagne n'abritent plus que des souvenirs. Et du Guesclin, comme les Jacques Cartier, les Surcouf, les Duguay-Trouin, restent comme le symbole du caractère breton, qu'on a pu comparer à ce granit dont on a rebâti Saint-Malo. Seule aujourd'hui, l'énergie qui anime les usines réalisera le miracle qu'attend la Bretagne. Donner à cette terre de tradition, de caractère, sa place dans le monde moderne. Au Liban, Byblos offre à celui qui emprunte le chemin des barques phéniciennes bien autre chose que le pittoresque d'un quelconque port de la côte méditerranéenne. Une confrontation avec 7000 ans d'histoire. Les fouilles menées depuis 40 ans par des archéologues français sur l'antique Acropole ont fait surgir les vestiges superposés d'une vingtaine de civilisations. Et on y découvre aujourd'hui des poteries vieilles de 7000 ans. Ainsi, devant les restes des maisons phéniciennes, peut-on rêver aux hommes d'il y a 50 siècles qui enterraient encore leurs morts dans les jarres domestiques. Quelques pas, et on peut évoquer la grandeur de Rome qui édifia là aussi son théâtre antique et ses temples. Quelques pas encore, au-delà d'une sculpture brisée, et voici révélé le temps des croisades. Avec les fortifications franques qui sacrifièrent les colonnes romaines à leurs remparts et qui marquèrent la fin de 467 ans de domination arabe, dont au fond du puits du roi, le tombeau d'Achiram conserve la trace. Byblos, un prodigieux raccourci de 7000 ans de l'histoire des hommes.